Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, Allahu akbar kabiran walhamdulillah kathiran wa subhanallah bukratan wa asila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me revoilà plutôt, pour un dossier radiologique numéro 2. On est le 1er août 2020, je suis Dr Ben-Ali, médecin radiologue algérien. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce dossier radiologique? C'est un homme de 51 ans, aux antécédents d'appendicectomie il y a quelques années. Tout s'est bien déroulé, sans complications, sans rien. Tout s'est bien déroulé, jusqu'à il y a quelques années, où il s'est représenté chez un chirurgien, qui était un autre chirurgien, Pourquoi il a reconsulté son chirurgien? Parce qu'il a présenté une masse expansive, quelque peu douloureuse. Disons, il présentait une pesanteur, ce n'était pas une douleur, mais une pesanteur, avec masse expansive non réductible et impulsive à la toux au niveau de la fosse iliaque droite. Alors, le chirurgien, après l'examen clinique, après l'interrogatoire, il a diagnostiqué une éventration. Il s'est dit que c'était une éventration. Suite à ça, il a demandé un scanner, abdominopelvien bien sûr. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne s'est pas contenté d'une échographie. Ma'alish, pour un bilan lésionnel exhaustif, il a jugé nécessaire d'avoir un scanner. Très bien, le scanner a été fait dans une structure, dans un centre de radiologie qui était autre que celui là où j'exerce. Donc, en juillet 2019, il a fait son scanner abdominopelvien. Et le scanner abdominopelvien a diagnostiqué en effet l'éventration à contenu épiploïque à partir de la cicatrice d'appendicectomie, le McBurney, voilà, au niveau du McBurney. Très bien, mais ça ne s'est pas arrêté là. Le compte rendu a signalé la présence d'une masse inguinale de nature fibreuse, point d'interrogation, textilome, point d'interrogation, tumeur desmoïde, point d'interrogation. Donc le chirurgien devant tout ça, il a été surpris, étonné et contrarié face au malade. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai un cas problématique, un patient qui pose problème. Alors il m'a raconté l'histoire et tout, il m'a dit, voilà, je te l'adresse, je te le confie, est-ce qu'il y a lieu de compléter par une IRM? Je sais pas c'est quoi cette masse exactement. Moi je dois l'opérer pour l'éventration, mais qu'est-ce que je dois faire pour aider la masse fibreuse? Est-ce que je dois profiter pour l'enlever, la biopsier? Qu'est-ce que c'est? Donc je lui ai dit, voilà, tu me le confies, tu me l'envoies, et on verra. Tu lui dis surtout d'amener son CD avec lui, le DVD qu'il a fait dans un centre de radiologie. Donc, s'il y a lieu de lui compléter par une écho, bon là je vais revoir le DVD. S'il y a lieu de compléter par un scanner pour voir l'évolution, je le ferai. S'il y a lieu de compléter par une écho, je le ferai. Si ça demanderait une IRM, je le ferai. Pas de souci, pas de problème. Donc, c'est comme ça que le patient a atterri chez nous et à notre niveau. Et maintenant, je vais vous montrer les images du scanner qui ont été faites en juillet 2019. Alors, moi, j'ai vu le patient juste avant la pandémie Covid, c'est-à-dire en février, janvier, je crois. Et j'ai vu le DVD. Donc, le DVD qu'on va voir, enfin, les images radiologiques qu'on verra, seront le scanner qui a été fait avant. Moi, j'ai rien rajouté, donc j'ai fait une relecture, en fait. Ok, très bien. Voyons le scanner, ce qu'il donne. Alors, nous voici devant les images scanographiques. Ici, on a les coupes. Déjà, on va commencer par identifier les volumes. Ici, on a 2 volumes. Ici, un volume abdominopelvien sans injection. Et ici, un volume abdominopelvien après injection. Alors, je vous préviens, j'ai rien préparé, donc je suis en train d'expliquer Agda, spontanément et sans avoir rien préparé. Donc la première des choses, c'est d'identifier les images. Ici, SPC sans produit de contraste, et ici APC avec produit de contraste. À l'âge, parce qu'ici on voit l'aorte qui est rehaussée, alors qu'ici on voit l'aorte qui n'est pas rehaussée. Vous voyez la différence. Ici on voit la corticale rénale qui est rehaussée, et ici la corticale rénale qui n'est pas rehaussée. Donc SPC, APC.
Ensuite, une fois qu'on a identifié l'injecté du non injecté, on va essayer de déterminer le temps qui a été utilisé dans l'injection. Et ici, pour distinguer les temps, l'artériel, le portal ou le tardif, on doit voir l'aorte, le tronc porte et les ventus hépatiques. C'est cette structure-là qui vont nous informer sur le temps utilisé. Et même voir les cavités excrétrices pour le temps tardif. Alors ici, ce que je n'ai pas compris, bon, j'ai pas bien compris le temps qui a été réalisé, puisque c'est un temps artériel viscéral, je crois, puisque, en fait, je vais vous expliquer. Le temps artériel, il y a deux types de temps artériel. Il y a le temps artériel vasculaire, c'est-à-dire là où on voit l'aorte qui est très bien rehaussée, elle est très blanche comme pour l'angio des membres inférieurs, l'angio rénal, etc. Et on voit très bien le tronc cœliaque, on voit très bien l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure qui naît ici. Et il y a le temps artériel viscéral, c'est-à-dire qu'on voit la vascularisation artérielle des différents organes et le rehaussement artériel cortical rénal. Qu'est-ce qui permet de distinguer les deux, l'artériel viscéral de l'artériel vasculaire? C'est déjà l'intensité, la densité du intravasculaire, elle est très grande dans le temps artériel vasculaire, mais aussi surtout dans le temps artériel viscéral, on doit avoir un rehaussement du tronc porte. En fait, c'est une notion fausse qu'on a et qui dit que le temps artériel viscéral, on ne devrait pas avoir un rehaussement portal, que le rehaussement portal se voyait que dans les temps porte. Non, c'est faux. Dans le temps artériel viscéral, c'est-à-dire l'acquisition se fait à 35 secondes après le début d'injection à 3 cc secondes, bon, en fonction du poids, on ajuste le débit en fonction du poids et de la dose à injecter. Et on a ici par exemple, vous avez le tronc porte qui est rehaussé légèrement, discrètement, et l'aorte qui est discrètement rehaussée. Par contre, les ventus hépatiques ne sont pas rehaussés. Donc ce n'est pas un temps portal. Pour dire que c'est un temps portal, il faut que les sus hépatiques soient rehaussés. Ainsi que le tronc porte, il doit être parfaitement rehaussé. Mais chez Kemahnaïa, il est bon, c'est un peu, c'est pas un rehaussement optimal. Ok? Mais là, ce que j'ai remarqué dans cet examen, c'est qu'ils n'ont pas injecté une dose suffisante de produits de contraste. Ok, donc c'est pour ça que ça ne paraît ni un artériel viscéral, ni un artériel vasculaire, ni... Enfin, bref. De toute façon, l'examen ne nécessitait pas vraiment une injection pour le motif suite auquel il a été envoyé. Bref, ça c'était pour les temps vasculaires. Ici, on a un temps portal. Puisqu'on a un temps injecté, on va profiter de voir l'injecté. Ici, on voit le foie. Le foie est tout à fait... Bon, on ne peut pas se prononcer sur le foie puisque ce n'est pas un temps viscéral, c'est pas un temps portal. On peut voir grossièrement les organes. Ici, le pancréas, on arrive à voir le pancréas. Et ici, la rate, les reins, avec ici un kyste rénal simple médio-rénal, droit. On voit aussi également les surrénales. Alors, qui sont ici. Ici, on a la surrénale gauche en forme de Y. Et ici, la surrénale droite en forme de Y également. Et ensuite, on va voir le tube digestif, etc. etc. C'est pas l'objet de ce topo. Alors, quand on examine l'abdomen, bien sûr, les viscères, on les explore dans ce fenêtrage. Par contre, vous remarquez que le péritoine est noir. On n'arrive rien à distinguer. On n'arrive pas à explorer convenablement le péritoine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va modifier légèrement le contraste de sorte à pouvoir voir la graisse péritonéale. Ok, vous remarquez la différence entre cette image où tout est noir et cette image où j'arrive quand même à explorer, à analyser le péritoine, ce qui se passe dans le péritoine. Et là, ce fenêtrage est idéal pour l'exploration de la paroi abdominale parce qu'il y a des fascias graisseux, il y a des plans, des fascias intermusculaires, comme dans la paroi abdominale, etc. Ici, par exemple, dans le muscle large, c'est les fascias graisseux qui me permettent de distinguer l'oblique externe, l'oblique interne du muscle transverse. Ok? Ici. Le muscle large. Donc, après vous avoir
donné ces petites notions concernant les généralités, vraiment c'est des généralités, le b.a.-ba en imagerie scanographique, je vais commencer par vous parler de la paroi abdominale. C'est juste une petite introduction au cas en fait. Et on ne peut pas aborder ce cas sans parler de la paroi abdominale, l'anatomie de la paroi abdominale. Alors pour la paroi abdominale, vous savez qu'on a une paroi abdominale antérieure et une paroi abdominale antérolatérale, droite et gauche. Pour la paroi abdominale antérieure, elle est constituée de deux muscles, les muscles rectus abdominis, gauche et droit, qui sont séparés par une ligne médiane qu'on appelle la ligne blanche. Hein, les hernies de la ligne blanche, c'est par là qu'elles sortent. Et elle est étendue du sternum, de là, jusqu'à la symphyse pubienne. Jusque là. Okay, tout ça, c'est la ligne médiane. Et vous remarquerez que cette ligne médiane sera relativement large en sus ombilical, alors que une fois passé l'ombilique, vous voyez ici c'est l'ombilique, attendez, je vais zoomer, en supra-ombilical, elle est large, et juste sous l'ombilique, ici on est dans l'ombilique, juste sous l'ombilique, elle devient virtuelle. C'est-à-dire que les muscles sont en contact. Ok? Et c'est ce qui explique la plus grande fréquence des hernies de la ligne blanche en supra-ombilical ou en ombilical que en sous-ombilical. Ok? Donc ici, la ligne blanche est virtuelle. Ok. Maintenant, ça, c'est ce qui se passe en dedans des muscles grand droit. Ou là, la nouvelle nomination des recti abdominis. Ce qui se passe latéralement au muscle grand droit, qu'est-ce qu'on a? On a le muscle grand droit, ici par exemple, sur la paroi abdominale gauche. On a le muscle rectus abdominis gauche, et on a le muscle large qui va constituer la paroi antérolatérale de la paroi abdominale. Et ce muscle large, vous remarquez qu'il est constitué de 3 plans musculaires séparés par des fascias graisseux. Vous avez l'oblique externe, vous avez l'oblique, pourquoi externe? Parce qu'il est situé en extérieur. L'oblique interne, pourquoi? Parce qu'il est situé en intérieur. Et vous avez le muscle transverse, pourquoi transverse? Parce qu'il a des fibres musculaires orientées sur le plan transversal. Si vous faites une coupe, enfin si vous le voyez, si vous faites une dissection anatomique, la morgue ou là. Ok, donc, entre chaque groupe musculaire, on a une ligne. Entre le muscle rectus et le muscle large, vous avez une ligne ici, qui est pratiquement virtuelle, vous la voyez. De haut en bas, on descend, on descend, on descend, et vous avez une ligne Naya qui va jusqu'à rejoindre la région inguinale. Alors, cette ligne est appelée la ligne semi-lunaire. Et c'est à partir de cette ligne semi-lunaire qu'on peut avoir des hernies digestives ou épiploïques qu'on appellera les hernies de Spiegel ou Spiegel, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Ok? Donc, c'est la hernie, c'est la ligne semi-lunaire qui ouvre accès ou qui est responsable des hernies de Spiegel. Alors, revenons à notre cas. Notre cas, alors, si il a été opéré pour appendicectomie, je vais vérifier le sécom, je vais voir si réellement on lui a enlevé l'appendice. Je vais voir le ici c'est le sécom, ici je suis au niveau sous-hépatique, donc au niveau de l'angle colique droit, vous voyez ici c'est l'angle colique droit, donc en sous-hépatique, sous la vésicule biliaire, je descends, ici c'est mon sécom, je descends, entre le sécom et la paroi, qu'est-ce que j'ai? J'ai la gouttière pariétocolique. Ok, je descends, et ici je vois une structure digestive qui sort de la paroi sécale avec un contenu, une densité graisseuse qui est hypodense. Donc c'est la valvule de Bowen. Et ici la structure digestive qui sort du sécom et qui va dans le reste de la cavité abdominale, c'est quoi? Ce n'est autre que la dernière anse iléale, celle-là. Donc, du moment que j'ai l'abouchement de ma dernière anse idéale à ce niveau, l'appendice ne peut être qu'en dessous de ce niveau. Donc, je vais descendre plus bas et rechercher s'il n'y a pas d'autre structure digestive qui sort du sécom. Et en fait, il n'y a pas. Même le moignon appendiculaire, j'arrive pas à le trouver. Ok?
Même le moignon appendiculaire, je ne le vois pas. Donc, réellement, en effet, il a bénéficié d'une appendicectomie. Très bien. Et justement, juste en dessous, juste au niveau de la loge appendiculaire, ou du moignon appendiculaire, ou de la dernière anse idéale, qu'est-ce que je vois? Logiquement, puisque l'appendice était ici, le McBurney, c'est-à-dire la cicatrice d'intervention chirurgicale, la voie d'abord chirurgicale, elle a été ici. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois une interruption de la paroi abdominale. Je vois un défect au niveau de la paroi abdominale. Alors, dans ce cas-là, si on n'avait pas la notion d'antécédent de chirurgie, au niveau du point de McBurney, on aurait pensé à quoi? On aurait pensé à une hernie de la ligne semi-lunaire, puisque c'est la ligne qui sépare le muscle grand droit du muscle large. Et encore, ici, le faisceau, le plan musculaire superficiel, c'est-à-dire de l'oblique externe, est continu. Okay? Par contre, les autres plans musculaires, c'est-à-dire l'oblique interne et le muscle transverse, sont discontinus. Il y a un défect. Okay? Et via ce défect qui est relativement large, hein, ça correspond au défect à l'incision chirurgicale. Qu'est-ce que je vois? Je vois de la graisse péritonéale qui fait hernie, qui fait saillie sous le muscle oblique externe du muscle large, et via ce défect qui est mesuré, je crois, à, bon, je sais pas combien, à 4 cm en fait. Ok, je sais pas les chirurgiens combien ils font l'incision, elle mesure combien, mais ici le défect est à 4 cm. Très bien. Donc il y a bel et bien une hernie incisionnelle qu'on appelle éventration en français, en anglais c'est je crois incisional hernia. Donc via la voie d'abord chirurgicale. Donc c'est une éventration à contenu graisseux et il n'y a pas de contenu digestif à ce niveau. Ok. Voilà, je vais prendre, ouais, voilà, comme ça, ouais. Ouais, je prends ça, frère. Voilà, donc, il n'y a pas photo. Une éventration, c'est bon. Ensuite, je vais rechercher, je vais analyser le reste de ma cavité abdominale. Où il y avait une masse fibreuse au niveau inguinal. Donc, je vais descendre. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de textilum, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends toujours. Et on avait dit que, souvenez-vous, que la ligne semi-lunaire, au niveau de son pôle inférieur, se continue avec la région inguinale. Ok? Donc je descends et je regarde ici, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve une masse. Ici, qu'il y a une masse qu'il n'y a pas à gauche. Et cette masse, elle est où? Cette masse, elle est en projection à proximité de ces structures vasculaires. La structure vasculaire que vous suivez ici, c'est quoi? Et les structures vasculaires qui sont importantes à connaître, ce sont les vaisseaux épigastriques inférieurs profonds. Et les vaisseaux épigastriques inférieurs profonds, ils vont longer la face postérieure du muscle grand droit, puis vont descendre, en fait, ne descendent pas, ce sont les veines, c'est les artères qui descendent, mais les veines remontent. Les deux veines, en fait, c'est une triade. Il y a deux veines et une artère. Les deux veines, elles remontent, et l'artère, bien sûr, elle descend. Les structures vasculaires, elles vont rejoindre l'artère fémorale à ce niveau. Et ce sont ces vaisseaux qui vont permettre de distinguer les orifices herniaires inguinaux externes et internes. Ok? Bref. Donc ici, on est en région inguinale. Et cette structure nodulaire, elle est située à proximité des vaisseaux épigastriques inférieurs. Vous voyez qu'ils passent juste à côté. Donc ici, nous sommes vraiment au niveau de la région inguinale. Et ici, on voit carrément le canal inguinal. Le canal inguinal, ici, ça doit être le canal inguinal interne. Enfin, externe. C'est l'externe puisqu'on est en dehors. Bon, regardez, c'est une autre paire de manches. On est en dehors selon de la brousse. Il faut tracer 4 quadrants. Enfin, 2 lignes, une verticale et une horizontale. Puis tout ce qui est situé
au-dessus du plan de la symphyse pubienne, c'est inguinal. Tout ce qui est situé en dedans, c'est inguinal interne. Tout ce qui est situé en dehors, c'est inguinal externe. Donc, c'est inguinal externe. Bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est cette masse. Cette masse, donc, on va la caractériser. Elle a une forme ovalaire. Ça, elle est située. Déjà, son siège, il est où? Son siège, il est au niveau inguinal externe. Ça. Sa forme, elle a une forme ovalaire. C'est clair. Ovalaire, à contour très net. Il n'y a pas de stranding, il n'y a pas de densification de la graisse environnante. Elle est d'aspect homogène, alors que c'est un scanner qui est injecté. Elle est d'aspect homogène. Et bon, l'injection AD, puisque c'est pas un temps portal, je m'y fie pas trop. Qu'est-ce que je vais voir aussi? Je vais voir l'SPC. Devant toute masse, toujours regarder les temps non injectés pour voir si la masse s'est rehaussée, parce que si ici je voyais d'emblée le temps injecté, ici si je voyais d'emblée le temps injecté, je vais penser à une masse qui s'est rehaussée. Alors que si je vois le temps non injecté, je vois qu'elle était d'origine à la base déjà, elle était spontanément hyperdense, elle était blanche, elle était d'aspect hyperdense, donc hyperdense, habirol blanc en scanner. Donc elle ne s'est pas rehaussée. Donc je vais vous épargner le ROI et tout. Normalement, il faut mesurer le ROI. Ici, c'est pareil. Donc c'est une masse spontanément hyperdense qui ne s'est pas rehaussée après injection de produits de contraste et qui est située, vous voyez ici, il y a comme un semblant de cicatrice d'intervention chirurgicale. Ici. Vous voyez, Naya? Tout c'est des petits détails qu'il faudra regarder. Ici, il y a un semblant de cicatrice chirurgicale. Juste en regard de tout ça. Juste en regard de la région inguinale. Ok? Donc, une masse spontanément hyperdense en projection de la région inguinale où il n'y a aucun signe inflammatoire et infectieux ni rehaussement décelable, qui est situé, c'est un point très important, qui est situé à proximité des vaisseaux épigastriques inférieurs profonds. Automatiquement, le réflexe, c'est de penser à des antécédents d'hernioplastie. Dès que j'ai vu ces images, j'ai demandé. En fait, il a été opéré pour hernie inguinale, non? On m'a dit non, c'est parce qu'il a dit. Je suis allé interroger le patient en échographie, puisque j'ai voulu voir le cas en échographie. Je lui ai dit, bon, vous avez été opéré. Oui, pour appendicite. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'appendice. L'appendicite, l'hernie, l'éventration. Je lui ai dit, ok, c'est tout. Vous n'avez pas fait d'intervention, jamais, wallo. Non. Et vous n'avez pas fait d'hernie, là. Si, j'avais déjà fait une hernie, mais ça fait longtemps. Oh. Ah bon, et quel type d'hernie? Une hernie, en bas, au niveau de l'aine. Ah, donc vous avez fait une hernie inguinale et qui descendait jusqu'aux bourses. Oui, exactement, ouais. Mais ça remonte à longtemps. D'accord. Donc vous avez fait une hernioplastie. C'est-à-dire, la plaque. Ah oui, déroule une plaque, oui. Ok. Donc, finalement, le réflexe à retenir, le sujet a bénéficié d'une hernioplastie inguinale externe ou interne, on s'en fout. Il ne l'a pas dit. Comme on est radiologue, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ces images, comme les critères que je viens de citer, c'est-à-dire qui passent dans la région inguinale, qui est spontanément hyperdense, il peut avoir un centre graisseux au centre, qui peut mimer une adénopathie. Allez, mais il faut rechercher cette cicatrice, qui est présente dans 70% des cas, je crois, selon un article que je viens de lire. Ces cicatrices, il faut les rechercher, ok? Demandez toujours, ayez le réflexe, hernioplastie. Finalement, c'est quoi? C'est un plug, c'est un mesh plug d'hernioplastie en polyéthylène. Bon, j'ai oublié là le nom de la matière. Donc voilà, c'est un plug mesh. En fait, c'est quoi? C'est quand ils ont opéré pour la hernie inguinale, pour ne pas que ça récidive, ils ont bouché le canal. D'ailleurs, en fait, ils n'ont pas bien bouché puisqu'il y persiste une pointe d'hernie
inguinal à contenu épiploïque. Donc ici, c'est une hernie épiploïque. Ils ont bouché le canal par une sorte de plug. C'est-à-dire que c'est comme comment on appelle, c'est comme une plaque, je sais pas comment, c'est comme du jersey, enfin, c'est comme une compresse, voilà, c'est comme une compresse, c'est un textilum en fait. C'est comme une compresse qu'ils vont façonner en bouchon, c'est comme un bouchon, ou comme les balles de badminton, et ils vont la mettre au niveau du canal inguinal, de l'orifice interne du canal inguinal externe, et ça va donner ces images, et c'est ça qui a été pris pour une masse fibreuse ou une masse desmoïde, alors qu'elle est très très loin de la hernie incisionnelle. Qu'est-ce qu'il y avait à rajouter? Donc voilà, ici au niveau gauche, il n'y avait rien. Vous voyez que la cicatrice n'existe pas, il n'y a pas de cicatrice cutanée. Les régions inguinales sont normales. Ici, ce qu'on voit, c'est le cordon spermatique. Hein. Ici, il y en a un. Ce qu'on voit, c'est le cordon spermatique. Sauf que là, le cordon spermatique est refoulé puisqu'il y a une hernie épiploïque, une pointe d'hernie. Ici, on voit des ganglions. Ici, ça a été pris pour un ganglion également, mais comme ils n'ont pas signalé de rehaussement, ils ont éliminé d'emblée le ganglion. En échographie, j'ai fait le complément échographie, c'est l'aspect typique d'un textilum. C'est-à-dire qu'on aura une interface hyperéchogène, mais comme c'est du textile, c'est pas du tissu biologique, il n'y a pas de conduction des ultrasons. Les ultrasons ne traversent pas, donc sont réfléchis en totalité, donc ça va vous donner une interface hyperéchogène avec un compte nombre postérieur pur. Bon, j'ai pas eu l'image, je l'ai pas enregistré sur l'échographe, mais j'ai une image similaire que j'ai trouvée sur un article que je vais vous montrer juste après ça. Ici, il y a des ganglions à centre clair, à centre graisseux. Vous voyez le centre graisseux ici. Voilà, c'est ce qu'il y avait à mentionner par rapport à ce patient sur sur les plans MPR, sur les coupes MPR. Vous voyez ici la hernie, on voit très bien la hernie incisionnelle qui va remonter jusqu'au niveau hépatique. Elle est volumineuse quand même, on doit la mesurer. Ici par exemple, elle fait quand même 15 cm de longueur. Hein? Ici on voit le plug. Vous voyez ici le plug au niveau inguinal. Et vous voyez ici l'orifice du canal, l'orifice interne du canal inguinal externe avec une petite hernie épiploïque, une pointe d'hernie épiploïque et le plug qui est à ce niveau. Ok? Alors qu'au niveau gauche, il n'y a strictement rien. Donc voilà le message à retenir, c'est toujours demander au patient ses antécédents d'hernioplastie devant une image pareille. Bon, c'est pas un problème, ils auraient pris ça pour une masse fibreuse, pour un textilum. Le problème, c'est comme j'ai vu sur un article, donc je vais vous le montrer l'article. Donc, Hada, c'était pour les images scanographiques, donc je vais continuer un petit peu par la théorie. Alors, ça donne quoi en échographie? Bon, Hada, c'est pas mon image, c'est une image qui a été prise d'un article. Mais j'ai eu pratiquement la même image, hein, c'est l'image d'un textilum. Ici, vous voyez, bon, sous le plan musculaire, vous avez une interface, c'est pas une masse, ni rien, c'est une interface hyperéchogène avec compte nombre postérieur pur, c'est-à-dire c'est un compte nombre postérieur qui est noir. Pourquoi? Parce que les ultrasons ne passent pas. Ok? Donc ça reflète la présence d'une structure qui ne laisse pas passer les ultrasons et qui correspond à du polyéthyrène. Bon, j'ai oublié le nom de la matière, ça m'énerve. Ok. Donc c'est du textile, c'est pas biologique. Hadi, c'était l'échographie. En fait, c'est quoi le plug? C'est ça le mesh plug d'hernioplastie, c'est ça. C'est une sorte de compresse, bon, c'est pas de la compresse, c'est la matière spéciale, qui est façonnée de cette façon et qui vient boucher le canal. Ou Hadi, c'est la plaque. Hadi, on a les fameuses plaques qu'on dit, le terme qu'on utilise pour le traitement des hernies de parois. Ok, donc on met une plaque, puis on vient combler le canal, le plug mesh, le mesh plug. Ok,
À ce sujet, je vous conseille un bel article sur l'AJR, hein, sur la vidéo conseils, astuces pour bien progresser en radiologie. J'avais parlé des différents articles. Ici, l'AJR, il y a le Multi-Technique Imaging Findings of Prolan Plug Hernia Repair, c'est-à-dire la réparation des hernies par plug en polyprolène ou un prolène. Donc c'était un article qui est très bénéfique. Et fait l'article, ils avaient parlé de quoi? Ils avaient parlé d'une patiente, ils ont illustré l'importance de connaître les plugs, et ils ont cité cet exemple d'une femme de 62 ans qui était suivie pour un cancer pulmonaire, carcinome pulmonaire, et chez qui on avait trouvé une masse inguinale, comme chez notre patient, et ils ont parlé d'adénopathie métastatique. Ils ont fait un PET scanner, c'était en fixation hypermétabolique, le scanner, le PET scan. Donc ils ont overstagé, ils ont surestimé le staging de cette tumeur, et ils ont traité comme donc ça a retenti sur sa prise en charge optimale, alors qu'il ne s'agissait que d'un mesh plug d'hernioplastie. Il suffisait d'interroger la patiente pour lui dire si elle n'avait pas eu d'antécédent d'hernioplastie. Ce qu'ils n'avaient pas fait, en bas, finalement, ils sont aperçus qu'elle avait fait une hernioplastie inguinale gauche. Ok? Alors, ce cas, là je le présente, en janvier, le 4 janvier 2019, j'avais publié le même cas, j'avais publié la même pathologie le 4 janvier 2019 sur le groupe France Radiologie. Et j'avais publié 4 images en disant il s'agit de 4 patients différents, qu'ont-ils en commun? Quel serait votre réflexe face à ces images? Et où est-ce que j'avais lu les trucs? Je l'avais lu un livre de cas cliniques. Ok, donc je reviens là, et je vous dis, faites les cas cliniques. Vous apprendrez la notion, je l'ai apprise dans un bouquin de cas cliniques. Ok, ما حبطتش عليها في بسمة ولا جاتني في السيرفيس ولا واحد كبير عليا وراها لي. Bon, l'enseignement, bon, إلا من رحم الله. Donc voilà, vos meilleurs amis sont les bouquins de cas cliniques, c'est la théorie. Ok, en bas de la pratique, une fois que vous faites le cas une seule fois dans votre vie, vous vous en souviendrez à vie. Je me souviens d'avoir lu le truc, en bas un an après, puisque le cas la relecture, j'ai tenu un an après. Un an après, je me souviens de ce cas. Donc j'y ai le réflexe Janet, les réflexes ça ne s'oublie pas. Ok, donc faites les cas cliniques et motivez, j'essaie de vous motiver, et donnez-vous un certain défi et faites-le avec plaisir. Ok, faites-le avec plaisir. Genre vous avez face à vous un cas clinique, vous essayez de le résoudre, et même si vous n'y arrivez pas, ce sera toujours des informations en plus. En bas de le cas, j'avais dit que c'était une pseudo-tumeur d'hernie et de réparation par hernie, etc., etc. Et je vous remercie de votre attention, et c'était des conseils qui vont du cœur, qui sont sincères, et je vous encourage vraiment à lire, car la radiologie n'est pas du tout facile, surtout si vous la prenez tout son ensemble, l'écho, scan, tous les appareils, surtout pour les radiologues généralistes, c'est pas du tout facile, et ça nécessite un travail, une assiduité, un travail continu et régulier, de la persévérance et de la pratique, surtout la pratique. Et vous verrez que quand vous pratiquerez, que vous résoudrez des problèmes qui n'ont pas été résolus par d'autres, vous sentirez, il y aura une certaine satisfaction interne qui vous poussera à lire davantage. Ok, donc allez-y, lisez les vidéos JFR. Ok, donc je vous dis merci de votre attention. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.